Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur InfoSquat. Jusqu'à présent, nous avons appris à manipuler les disques, les partitions, les systèmes de fichiers et même les volumes logiques avec les LVM. Mais une fois qu'un système de fichiers est monté, une question se pose naturellement. Qu'est-ce qu'on peut réellement y trouver? Beaucoup de personnes pensent qu'un fichier est simplement un document ou une image. Pourtant, sous Linux, c'est beaucoup plus riche que ça. Un répertoire est un type de fichier. Un disque est un type de fichier. Une connexion réseau peut être représentée par un fichier. Même certains périphériques matériels apparaissent sous forme de fichiers. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents types de fichiers que Linux est capable de gérer, apprendre et à identifier facilement grâce aux commandes du terminal. Comprendre également la différence entre les fichiers classiques, les répertoires et aussi les fichiers spéciaux. Puis nous terminerons par une découverte de l'arborescence Linux afin de comprendre le rôle des principaux répertoires du système. À la fin de cette vidéo, lorsque vous exécuterez une commande de type ls-l ou file par exemple, vous saurez immédiatement reconnaître le type d'un fichier et comprendre sa fonction dans le système. Alors, sans plus attendre, commençons. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une seule chose essentielle. Sous Linux, tout est considéré comme un fichier, mais tous les fichiers n'ont pas le même rôle. On peut les regrouper en trois grandes catégories. La première, ce sont les regular files, autrement dit les fichiers classiques. C'est ce que vous manipulez tous les jours, comme des images, des vidéos, des documents PDF, des scripts bash, des fichiers de configuration ou encore des fichiers contenant des données. Ensuite, nous avons les directories, c'est-à-dire les dossiers. Le rôle n'est pas de stocker directement les données, mais d'organiser les fichiers dans une arborescence, par exemple le répertoire /home/bop ou bien le /root, ou encore un dossier de projet comme /bop/code directory. Enfin, il existe une troisième catégorie, les special files. Ceux-ci sont un peu particuliers. Ils servent pas à stocker les documents directement, mais permettent à Linux de représenter des périphériques, des communications entre processus ou encore des liens entre des fichiers. C'est justement cette dernière catégorie qui est la plus intéressante car elle regroupe plusieurs types de fichiers très importants que nous allons découvrir dans les prochains slides. Nous avons vu qu'il existait trois grandes catégories de fichiers sous Linux. Regardons maintenant un peu plus près cette troisième catégorie, qui sont les special files. Contrairement aux fichiers classiques, ces fichiers ne servent pas à stocker des documents. Ils permettent au système d'exploitation de communiquer avec le matériel, avec les applications aussi, ou encore de créer des références vers d'autres fichiers. On retrouve tout d'abord les characters files, qui représentent des périphériques fonctionnant caractère par caractère, comme un clavier ou un terminal. Ensuite, les block files utilisés pour les périphériques de stockage tels que les disques durs, les SSD ou encore les clés USB. Ce sont eux qui permettent d'accéder aux données stockées sur ces supports. Nous avons également les links ou aux liens en français qui permettent de faire référence à un autre fichier. Il en existe deux types, les hard links qui pointent directement vers les données du fichier, ou encore les soft links, du coup, eux aussi appelés les liens symboliques, qui pointent simplement vers son chemin d'accès. Viennent ensuite les socket files. Ils sont utilisés pour permettre à deux processus de communiquer entre eux, que ce soit sur la même machine ou via le réseau. Enfin, les named pipes, qui servent aussi à faire communiquer des processus, mais selon un fonctionnement un peu différent, basé sur un flux de données. Mais pas d'inquiétude, si certains de ces termes vous semblent encore abstraits, l'objectif est ici est simplement de découvrir les différents types de fichiers que Linux est capable de gérer. Et dans les prochaines vidéos, nous reviendrons plus en détail sur les plus importants et notamment les liens symboliques et les périphériques de stockage. Maintenant que nous connaissons les différents types de fichiers sous Linux, voyons comment les identifier concrètement. Pour cela, Linux met à notre disposition des commandes très pratiques comme file. Son rôle est simple. Elle analyse un fichier et nous indique automatiquement son type. Regardons quelques exemples.
Ici, nous exécutons file sur le répertoire /home/Michel. Le résultat nous indique qu'il est de type directory, comme dossier. Linux reconnaît donc qu'il s'agit d'un répertoire. Juste en dessous, nous analysons un script bash. Cette fois, la commande nous précise qu'il s'agit d'un script shell exécutable et non d'un simple fichier texte. Le troisième exemple concerne un fichier nommé in-sync, donc synchronization, pour ensuite 1000.socket. La commande donc nous répond que c'est un socket, ce qui signifie que ce fichier est utilisé pour permettre une communication entre plusieurs processus. Enfin, dans le dernier exemple, nous analysons bash script. Donc Linux nous indique qu'il s'agit d'un lien symbolique, c'est-à-dire il pointe vers un autre fichier situé dans /home/sara/bashscript.sh. Comme vous pouvez le constater, la commande de file est extrêmement utile. En une seule commande, elle permet de savoir précisément à quel type de fichier on a eu affaire, sans avoir besoin d'ouvrir son contenu ou se méfier uniquement à son nom, ou plutôt pas se méfier, se fier uniquement à son nom ou à son extension. Il existe une autre façon très rapide d'identifier le type d'un fichier sous Linux, sans utiliser la commande de file. Il suffit d'exécuter une commande comme ls-l ou ls-lt. Donc le premier caractère affiché au début de chaque ligne indique directement le type du fichier. Dans cet exemple, regardez le caractère entouré en rouge. Il s'agit de la lettre D. Cela indique que /home/Michael est un directory. Donc c'est un répertoire. Et ce principe est le même pour tous les autres fichiers. Comme le montre le tableau à droite, chaque type possède son propre identifiant. La lettre D représente un répertoire. Le symbole tiret correspond à un fichier classique. Donc le C indique que c'est un périphérique du type, caractère. Le B, c'est un périphérique de type bloc. Le L, donc c'est un lien symbolique. Le S pour socket. Et enfin P, c'est un pipe. Donc voilà, c'est un pipe. Donc c'est un détail qui peut sembler anodin, mais en pratique, lorsqu'on administre un système Linux, on utilise très souvent cette information pour identifier immédiatement la nature d'un fichier, simplement en lisant le premier caractère du résultat de la commande ls-l. Nous allons maintenant découvrir notre concept fondamental sous Linux qui est l'arborescence du système de fichiers. Contrairement à Windows, où l'on retrouve plusieurs lecteurs comme le C ou le D, Linux possède un point de départ unique appelé la racine, qui est représenté par le symbole slash. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, tous les répertoires du système sont directement ou indirectement rattachés à cette racine. C'est elle qui constitue le sommet de toute l'arborescence. On retrouve ensuite plusieurs dossiers ayant chacun une fonction bien précise. Donc il va y avoir le slash bin, le slash boot, le slash def, le slash etc, home, lib, ainsi de suite. Donc à ce stade, ne cherchez pas à retenir leur nom. L'important c'est simplement de comprendre que Linux organise tous ces fichiers et répertoires selon cette structure unique. Dans la prochaine slide, nous allons justement parcourir les principaux répertoires un par un afin de comprendre à quoi ils servent et dans quel cas vous serez amené à les utiliser. Nous arrivons maintenant à une vue d'ensemble des principaux répertoires que l'on retrouve sur pratiquement toutes les distributions Linux. Même si cette liste peut paraître impressionnante dans un premier temps, vous allez voir que chacun de ces dossiers possède une fonction bien précise. On va commencer par le repo /bin qui contient toutes les commandes essentielles du système, comme les commandes ls, cp ou encore mv pour move, utilisées au quotidien. Le dossier /boot regroupe tous les fichiers nécessaires au démarrage de Linux, notamment le noyau et les chargeurs de démarrage. Ensuite, le /dev est un répertoire un peu particulier puisqu'il contient les fichiers représentant les périphériques de la machine, comme les disques, les partitions, les terminaux ou encore les périphériques USB. Ensuite, on a le dossier etc et certainement l'un des
plus important par les administrateurs système. C'est ici que l'on retrouve la majorité des fichiers et de configurations Linux et les différents services installés. Dans le slash home, du coup, on retrouve chacun des utilisateurs qui va posséder son propre espace personnel où sont stockés ses documents, ses téléchargements, ses fichiers personnels. Le répertoire slash lib contient quant à lui les bibliothèques indispensables au fonctionnement des programmes et du système. Pour les périphériques amovibles comme une clé USB ou un CD par exemple, Linux utilise généralement slash media, tandis que le slash mnt est souvent utilisé par les administrateurs système pour effectuer des montages temporaires. Le, le dossier slash opt, pardon, donc il va accueillir les logiciels installés manuellement ou qui sont provenant d'un éditeur tiers. Donc c'est-à-dire que c'est les outils qu'on va pas directement installer avec le source list apt par exemple. Ensuite, nous avons le slash tmp. Donc Linux stocke les fichiers temporaires qui sont créés par les applications ou le système. Donc ce contenu peut être supprimé automatiquement lors d'un redémarrage. Ensuite, on verra un autre dossier assez pratique ici qui est slash user qui regroupe une grande partie des programmes, des bibliothèques et de la documentation installée sur le système. Enfin, vous trouverez également le slash var qui est un répertoire assez pratique qui contient toutes les données qui évoluent au fil du temps, comme les journaux système, les fichiers de cache, certaines bases de données ou encore les files d'attente d'impression. Donc on retrouvera toujours plein de logs ici généralement. Enfin, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de retenir tous ces répertoires par cœur dès aujourd'hui, parce que avec la pratique, vous apprendrez naturellement où chercher selon le type de fichier que vous cherchez ou à consulter ou limite à modifier. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous avons découvert les principaux types de fichiers sous Linux. On a appris également à les identifier et explorer l'organisation du système de fichiers ainsi que les répertoires les plus importants. Pardon. Donc ce sont des notions fondamentales que vous retrouverez constamment, que ce soit en administration système ou en développement, ou même en tant qu'ingénieur DevOps. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire un like, à vous abonner aussi à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!